Bonsoir à toutes et à toutes, ravis de vous accueillir dans Libre Ensemble. Le Centre d'action laïque de la province de Namur vous présente la première édition du Festival des égalités. 4 jours pour célébrer l'égalité femmes-hommes et déconstruire les stéréotypes de genre. En collaboration avec le Delta, le KVMA Grand Manège, Namur Concert Hall. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Et oui, bonsoir à toutes et à toutes, je vous le disais d'entrée de jeu, le CAL Namur vous invite donc du 17 au 20 novembre à découvrir un large ensemble d'activités telles que concerts, expos, docu, films, conférences, débats, tables rondes, enfin il y en a pour tous les goûts, gratuitement ou à des prix en tout cas très démocratiques, pour discuter des stéréotypes de genre, en tout cas déconstruire tout cela. On va en parler ce soir avec mes 3 invités que je suis ravie de recevoir et d'accueillir. Honneur aux femmes d'abord. Bonsoir Sophie Gilson. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice artistique au Delta, service de la culture de la province de Namur. On en reparlera, mais c'est en gros un tiers proposant une programmation interdisciplinaire au cœur de Namur et de toute la province. Nous avons également Marie Avaux. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous avez 2 casquettes ce soir Marie. Vous êtes d'abord musicienne et membre du groupe Duo Etna. Tout à fait. Vous jouerez d'ailleurs le vendredi 18 novembre lors du festival, mais vous êtes aussi collaboratrice au KVMA, Centre d'art vocal et de musique ancienne. C'est tout à fait juste. Vous allez jongler avec vos casquettes ce soir. Et puis, eh bien, le grand Manitou de ce festival, Bernard Diagre. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Vous êtes directeur donc du CAL Namur, du Centre d'action laïque de Namur. Le boulot du CAL Namur, c'est quoi en fait ? Ce serait justement toutes ces thématiques, de les rassembler, d'avoir voulu en faire un festival qui s'appelle Festival des égalités, puisque solidarité et liberté étaient déjà pris, mais on reste dans une belle thématique. D'où est partie cette idée-là ? Est-ce qu'elle a fomenté ces dernières années avec le Covid et que vous avez dit, allez, il va falloir relancer des choses sur Namur et la province là ? Alors c'est une idée qui est née avant la pandémie. C'est en 2019 que je suis allé à la rencontre dans un premier temps du KVMA. Pourquoi ? Parce que le Centre d'action laïque de la province de Namur a une spécificité, en tout cas s'intéresse particulièrement aux égalités femmes-hommes et au combat pour plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Et j'ai l'intime conviction, pour plagier Montaigne, que l'art et la culture en général sont un moyen de rassembler les gens, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs origines culturelles ou sociales. Et donc, mêler cette volonté de mettre en avant la femme artiste et la certitude que l'art est un moyen d'apaiser les choses a fait que je suis allé à la rencontre du KVMA qui a accueilli cette proposition avec enthousiasme et ce qui nous a permis ensuite d'aller à la rencontre du Delta parce que ce sont 2 endroits dans la ville de Namur au rayonnement culturel important, qui ont des programmations extrêmement intéressantes. Et je me suis dit que tout seul, je ne pouvais rien, mais qu'ensemble, nous pourrions faire un festival de qualité. Raison pour laquelle je suis allé les voir. Il y a une thématique, donc on l'aura compris, les femmes artistes en tout cas, mais pas que. Comment est-ce qu'on est allé pointer ? Comment vous avez choisi ces artistes-là ? Est-ce qu'il y a une thématique réelle donc d'égalité de genre que vous ne leur avez pas imposée, mais enfin suggérée ? Est-ce que chacune est venue avec des propositions ? Alors, et chacun, parce qu'on peut parler de la femme artiste en étant un homme aussi, évidemment. On ne va pas refuser oui, et heureusement. Faire des ségrégations. Oui, il n'y a pas de ségrégation. L'idée, c'était évidemment de promouvoir, de mettre en avant des femmes artistes contemporaines, mais aussi des artistes oubliés, genre des compositrices qui sont nées il y a plusieurs siècles d'ici, mais qui ont fait un travail exceptionnel, mais qui a été mis sous les ténoirs, puisqu'on sait bien que c'était plutôt les hommes. Tout à fait. On parle beaucoup de la science, mais en art aussi. Alors, en art aussi, il y a des exemples à l'infini de femmes qui étaient des artistes brillantes, mais qui n'avaient pas la possibilité d'être entendues, vues, lues. Donc ça, je ne vais pas vous faire un historique, mais vous le savez comme moi. Si je vous demandais de nommer 5 artistes peintres femmes, eh bien... Je serais bien en peine, c'est vrai. Peut-être de moins en moins aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une ouverture et de plus en plus de femmes qui exposent. Je peux en citer 1 ou 2, mais 5, c'est vrai que voilà. 5, ça devient plus compliqué. Oui. Donc ça, c'est un exemple très très concret de, tiens, où sont les femmes dans l'art et dans l'histoire en général. Et donc le CAL a cette volonté-là de faire un festival où celles-ci sont mises à l'honneur, sans pour autant, évidemment, fermer la porte aux hommes. Mais c'était un choix, dès le départ, de valoriser ces femmes artistes et donc
Et le KVMA et le Delta ont embrayé sans aucun problème, puisque ce sont deux espaces qui sont bien au courant du souci de cette invisibilisation des femmes. On reviendra juste après avec vous, Bernard, sur ce que ce genre de festival peut apporter à la laïcité de manière générale et en province de Namur. Mais on va un petit peu s'entretenir avec Sophie et Marie. Sophie, alors vous travaillez au Delta, vous êtes coordinatrice. Qu'est-ce que le Delta en a dit quand Bernard, et est-ce que vous aviez déjà eu des connexions avec la laïcité, le monde de la laïcité, avec le CAL Namur avant, ou est-ce que vous avez dit mais quelle merveilleuse opportunité de mêler enfin l'art, la culture à des combats plus laïques et sociétaux finalement? Alors oui, on connaissait très bien évidemment l'action du CAL et notamment le master en genre qui est développé et pour lequel il y a déjà eu des conférences qui se sont organisées au Delta. Donc on connaissait bien les actions et les missions principales du CAL. Et en fait, c'est plus qu'on s'est dit que ça tombait bien en fait qu'on vienne vers nous pour développer un festival qui mêlait création artistique et débat de société, parce que c'est déjà ce qu'on essaye de faire. C'est déjà un peu dans l'ADN du Delta, disons, de mêler ces deux aspects et d'avoir toujours des connexions entre questions de société aussi liées au fait qu'on a un passé en éducation permanente assez important à la province de Namur et l'aspect création artistique, mise en valeur des artistes, notamment des artistes femmes, ou en tout cas des artistes qui travaillent sur ce genre de questions de société. Donc ça tombait super bien. Mm-hmm. Est-ce que vous vous êtes cantonné, on va dire, à la province? Est-ce que vous avez ouvert géographiquement à des horizons plus vastes pour inviter vos artistes dans toutes les disciplines, quelles qu'elles soient? Alors non, c'est vrai qu'on a évidemment une sensibilité et une volonté de mettre en valeur les artistes de la province dès qu'on le peut, mais heureusement on ne programme pas que des artistes de la province de Namur, sinon ça serait un peu limitant et enfermant. Mais oui, bien entendu, il y a toujours une connexion avec le niveau provincial, local, au niveau des associations qui sont associées au projet, etc. Alors dites-nous, donnez envie aux auditeurs de vous rejoindre. Est-ce que ces femmes ont, dans leur travail, déjà réfléchi à des questions comme celles que vous vous posez avec Bernard, avec Marie? Est-ce que vous leur avez demandé de créer, par exemple, des choses ou d'y réfléchir? Est-ce que ce festival s'est préparé longuement à l'avance, ou est-ce que tout était là en fait sous la main et que ces artistes y avaient déjà travaillé? Non, clairement. Évidemment, il y a des artistes qu'on est allé chercher parce qu'elles avaient réfléchi ou ils avaient réfléchi à cette question-là. Mais c'est vraiment un festival, et ça c'est quand même assez important à dire, qui s'est vraiment co-construit de A à Z avec le CAD et le KVMA. Donc on a eu beaucoup de réunions de programmation en revenant à chaque fois avec de nouvelles idées, en les réaménageant, en essayant de faire tenir le tout dans un programme complet et varié. Et si je peux pointer une création qui a vraiment été produite dans le cadre du festival, ce sont des planches BD. En fait, on a travaillé avec un collectif qui s'appelle The Ink Link et qui est un collectif qui permet à des projets sociétaux de ce genre de se mettre en lien avec des artistes, des auteurs et autrices de BD. Et donc, le cahier de charge, c'était de créer une BD en fait, qui déconstruise les stéréotypes de genre en montrant deux modèles de carrière artistique qui allaient un peu à l'encontre des rôles stéréotypés, disons. Hommes-femmes. Voilà, et donc on a pu retracer le parcours à travers la création de 6 planches BD, d'une chef d'orchestre, donc une femme chef d'orchestre, et d'un danseur étoile. Et donc on a fait appel pour ça au collectif de Ink Link et plus particulièrement à une autrice de BD de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui s'appelle Mathilde Van Gelu, et donc qui a produit des planches dans le cadre de cette expo. Mais il y aura autour de ces planches de BD toute une exposition sur la pop culture, en fait. Donc tous les médias artistiques de la pop culture, que ça soit la BD, la publicité, les jeux vidéo, le cinéma. Pour casser le coup toujours aux stéréotypes. Effectivement, en fait, un chef d'orchestre, il est plutôt masculin, et une danseuse étoile est donc plutôt une que un, or pas du tout. Voilà, donc ce qui a été produit, c'est clairement pour montrer un exemple positif de déconstruction des stéréotypes, mais l'expo interroge de manière plus générale, est-ce que la pop culture entretient les stéréotypes ou permet aussi de les déconstruire? Et c'est quoi la réponse? J'aurais plutôt tendance à dire, là, voilà, vous me donnez envie. Et puis, tout est dans la nuance, évidemment, comme toujours. Mais on aurait envie de dire quand même qu'il y a des messages sous-jacents à la pop culture qui font que nos jeunes, nos enfants sont quand même baignés dans ces stéréotypes-là depuis la tendre enfance. Tout à fait. Malgré que nous, parents, on dise, mais non, il faut déconstruire. C'est pas ça qui est rendu, évidemment. Il y a des conditionnements culturels qui sont réels,
Et nous, c'est vraiment au Delta, en tout cas dans la programmation qu'on a proposée, là-dessus qu'on a vraiment voulu travailler, au-delà du fait d'avoir des femmes artistes, ce qui est super important. Et donc, il y a beaucoup de femmes artistes qui sont quand même programmées, notamment le groupe Percy's, un groupe de punk rock qui est proposé le 18 novembre. La Grande Sophie, qui est quand même emblématique, voilà, qui est une femme artiste qui s'exprime sur les scènes depuis une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que déconstruire les stéréotypes et déconstruire ces conditionnements culturels était important pour nous. Marie, on fait le grand écart entre la Grande Sophie dans ce festival et vous, qui faites partie du duo Etna. Et également, donc je le disais en entrée d'émission, votre deuxième casquette, c'est que vous êtes collaboratrice au CAVEMA, c'est le Centre d'art vocal et de musique ancienne. Voilà, entre la Grande Sophie et la musique ancienne, il y a des accointances tout de même. Et est-ce que la musique ancienne est réservée aux femmes ? Est-ce qu'on trouve plutôt une proportion d'hommes, de femmes ? Comment vous vivez les stéréotypes dans ce domaine-là et ce milieu-là ? Alors, je vais plutôt parler de la musique classique en général. D'accord. Donc, Jean-Marie Marchal, qui est le programmateur du Grand Manège avec l'institution CAVEMA, a voulu mettre en lumière, parce que Centre d'art vocal et de musique ancienne, les compositrices de la Renaissance et de l'époque baroque. Alors, les élèves de Cavalli étaient des femmes, Barbara Strozzi pour la citer, et avaient vraiment l'opportunité d'être jouées. Et elles ont été balayées à partir de l'époque romantique. Pour toutes sortes de stéréotypes de femmes au foyer ou alors de reconstruction de familles après des guerres. Et il y a de merveilleux livres, notamment d'Aliette Delalleux, qui peuvent être lus pour comprendre un peu mieux l'histoire des femmes au travers de la musique classique, qui ont été vraiment, vraiment bannies, y compris dans la possibilité de jouer des instruments. En fait, on n'avait vraiment pas l'occasion de pouvoir faire de la musique soufflée. C'est considéré comme impur, ou d'avoir une viole de gambe. Ça aussi, avoir les jambes écartées, ce n'était pas vraiment considéré comme digne d'une femme. Et donc, Ledone et Di Cavalli, qui est le premier concert qui sera joué le jeudi soir pour l'ouverture du festival, met en lumière cette époque brillante pour les femmes. Ensuite, l'idée de rebondir à deux autres institutions qui ont des identités assez différentes de la nôtre, et nous sommes un peu des bébés, nous avons 1 an d'existence avec le Grand Manège. On a eu envie aussi d'aller chercher une résonance avec ce qui était proposé chez les autres, et c'est ce qui fait la grande richesse de ce festival, en fait, c'est de rebondir aux propositions tout en gardant notre identité dans une forme de subtilité et de finesse au travers cette thématique. Et on a donc voulu un côté ventriculaire. Avec des femmes qui ont des spectacles ou des concerts, Ledone et Di Cavalli, qui viennent de l'étranger, de la France plus particulièrement. Et le vendredi, notre duo Etna, dans lequel je fais partie, où on a depuis 3 ans maintenant fait une recherche autour des compositrices actuelles pour travailler avec elles, vraiment sentir quelle est la différence entre un homme compositeur et une femme, parce qu'on a étudié énormément de compositeurs, qu'on a travaillé avec eux, que j'ai eu par exemple beaucoup d'hommes comme professeurs, et on a eu envie d'aller chercher cette plume, voir un peu comment on travaille avec une femme et comment elles écrivent. Alors comment on travaille, comment elles écrivent ? Donnez-nous quand même quelques pistes de déconstruction justement. Eh bien, après 3 ans, quelles sont vos découvertes ? Nos découvertes. De toute façon, la musique, elle est porteuse de messages et de sens qu'on reçoit selon sa propre histoire, je dirais. Donc, on reçoit le message comme on l'entend et comme on est, avec l'émotion qui nous est propre. Mais la façon de travailler avec Julie Thériault, Apolline Jésupré, pour ne citer qu'elle, a été vraiment d'utiliser la matière du duo au service de leur musique, mais d'accepter que notre identité rendait leur musique différente. Donc, il y avait cette grande ouverture qui nous a été proposée jusqu'à réécrire parfois les musiques pour correspondre un tout petit peu mieux à notre matière sonore. Un travail vraiment très collaboratif, ce qui est plutôt rare, j'imagine. Je ne dirais pas que c'est plutôt rare. Je dirais que jusqu'à présent, ce n'est pas ce que j'ai cherché dans ma démarche artistique avec la collaboration des compositeurs. Peut-être parce que ce que j'avais l'habitude de faire était une musique plus intellectuelle, dite plus sérieuse, où l'émotion a moins sa place. Voilà. Alors que les femmes que je rencontre... Elles sont plus dans l'émotion. Elles sont, en tout cas, dans l'écriture étant singulière et allant rechercher directement un message sensitif et où la musique raconte toujours quelque chose.
Donc voilà, on a eu envie de proposer ce concert au Festival des Égalités. Mais jouer dans le grand manège est une responsabilité qui amène aussi à deux, oui, sur cette grande salle avec 750 places. On s'est posé aussi la question de mettre du sens. C'est le Festival des Égalités. Égalité, ça a commencé à beaucoup résonner. Et j'ai eu envie de permettre à toutes les personnes qui vivent dans ce grand manège de monter sur ce plancher. Cette grande scène magnifique, avec une acoustique divine. Donc j'ai fait des invitations à d'autres musiciens et musiciennes, les deux, pour aller chercher d'autres compositrices comme Caroline Shaw, et puis les miennes également. Et puis, on a beaucoup parlé de la danse, et j'ai pensé aux jeunes, à leur capacité à rebondir très vite. Souvent, on parle des adolescents comme étant un peu mous et réticents. Et là, j'ai eu envie de montrer à quel point ils pouvaient être merveilleux et dynamiques. Et résilients après une pandémie, parce qu'on a parlé beaucoup de la santé mentale défaillante des jeunes après pandémie. Et le Grand Manège accueille également le Conservatoire de Namur avec les humanités danse et 25 jeunes qui sont actuellement en humanité artistique. Et ils font partie du projet. À la base, ils avaient pris 2 ou 3 morceaux et maintenant, ils dansent quasiment sur tous. Ils ont pris à cœur de porter donc, vous êtes sur égalités. Scène avec groupe Duo Etna, si je comprends bien, avec d'autres musiciens et aussi des danseurs. C'est ça. Ah oui, donc c'est un spectacle complet que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est une première pour vous ? En tout cas, avec ces danseurs-là, oui, c'est une première, mais le pluridisciplinaire est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que ça amène une richesse et un regard sur l'art, et surtout ça porte un peu plus haut des messages qu'être interprète classique. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, par rapport à la musique classique, dont vous disiez qu'elle avait été un petit peu interdite, en tout cas, dont les femmes avaient été écartées... Oui, vraiment interdite, jadis. Est-ce qu'aujourd'hui... On sent qu'il y a un sang neuf et qu'il n'y a plus aucun problème. Alors chez nous, on sait que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas, évidemment. Est-ce que vous avez peut-être eu des difficultés de stéréotypes à choisir un instrument, par exemple ? Est-ce qu'on vous a dit, non, ça c'est plutôt un instrument pour les garçons, toi tu vas plutôt prendre gentiment le piano, le violon, que sais-je ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut quand même encore déconstruire des stéréotypes comme ceux-là ? Alors, dans ma vie personnelle, non. Je n'ai eu aucune remarque de ce genre. J'ai plutôt, moi, posé beaucoup de questions de savoir où étaient les femmes, en fait, parce qu'il y a toujours un compositeur indiqué sur les partitions. Et je me suis très rapidement posé la question de où elles étaient. Par contre, oui, il y a encore des défis. Et pour rebondir à ce que Sophie disait sur les planches de BD, la chef d'orchestre qui a été illustrée est Chloé Van Soederstede. Et il y a encore actuellement en France, par exemple, des grands concours de chefs d'orchestre où on essaye de mettre des maestras à l'honneur. Et il y a énormément de stéréotypes et de réticences. Oui, parce qu'il y a encore peu, les femmes pouvaient diriger uniquement des orchestres de femmes. D'accord. Donc là, on est encore peut-être de jeunes enfants, je dirais. Oui. On n'est plus des bébés, mais on est encore des jeunes enfants, donc il y a encore du travail à faire, il y a encore une mise en lumière, il y a encore un rapport de force qu'il faut tout doucement effacer, gommer et permettre à toutes ces femmes chefs d'orchestre d'avoir un rôle et une place aussi importante que celle des hommes, et oser y aller. Ce n'est pas que les institutions qui doivent ouvrir les portes, c'est aussi les jeunes femmes qui peuvent oser prendre cette place et ne pas avoir peur de la maternité ou du rôle de femme en tant que tel, non pas dans une hiérarchie plutôt autoritaire, mais dans quelque chose qui nous appartient, qui est tout à fait autre et même personnel, je dirais. Donc il y a encore du travail à faire. Et donc, pour revenir sur le Festival des Égalités, on a rebondi aux propositions des partenaires. Et donc, on a invité Chloé Van Soederstede et plein d'autres femmes artistes à venir faire une table ronde le dimanche autour de « Et demain ?» Qu'est-ce qu'on fait de demain ? Bernard, c'est ça. On ne fait pas que présenter des groupes ou des prestations artistiques. On en discute aussi après. C'est ça. On en discute après, on invite le public à répondre à ce genre de moments, d'événements, tout en décontraction. Donc c'est vraiment au milieu d'un marché des créatrices, au beau milieu du Grand Manège, avec l'exposition monumentale d'Erika Meda, qui nous a fait l'honneur de faire une création spécialement pour cet événement, autour d'un kaléidoscope de l'éloge de la vulnérabilité. Elle cherche beaucoup autour de la femme et de l'île et de l'identité. Donc on sera baigné de cette ambiance où Ariana Vafadari sera en train de faire ses check-sons pour qu'à 17h il y ait le concert. Donc il y a vraiment une énorme
un énorme mélange de possibilités en très peu de temps, tout en étant à une centaine de mètres du Delta qui sera ouvert aussi, avec la possibilité de danser, d'aller voir un concert jeune public. Il y a vraiment des rebonds dans toutes les maisons, dans les 2 maisons, avec des possibilités de répondre aux attentes du public, mais aussi à les inviter à réfléchir sur la question de l'identité de la femme. Bernard, est-ce que c'était sans limite ? On voit que c'est d'une richesse absolue. Est-ce qu'en tant qu'organisateur, il a fallu se dire à un moment donné, on ouvre à tout, mais en même temps, il va falloir un peu cadrer pour que chacun s'y retrouve aussi ? Je dirais qu'on n'a pas ouvert à tout, on avait une certaine exigence en termes de qualité, et donc c'est pour ça aussi que nous, auxquels on s'est appuyé sur des spécialistes de différentes formes d'art possibles et imaginables, donc c'était là la co-construction, et nous on voulait aussi apporter une dimension aussi de réflexive, même si évidemment en écoutant un concert, on réfléchit, on est emmené ailleurs ou dans son intériorité, mais en tout cas il y a une réflexion qui se fait aussi. Mais on a voulu créer aussi des tables rondes, des conférences, des débats pour que justement on puisse vraiment créer une sorte d'atanor dans lequel les cogitations, les réflexions peuvent s'entrechoquer, chauffer et qu'on puisse en retirer une substantifique moelle aussi bien au niveau artistique qu'intellectuel. Et c'est pour ça que je dirais que les 4 jours sont matinés de conférences, de débats ou aussi de projections de films derrière lesquels il y a des animations où on déconstruit aussi les stéréotypes de genre. Je pense à Jumanji ou Tous en scène 2, où là on a une équipe de professionnels qui vont parler aux enfants, puisque ça sont des activités dédiées aux plus jeunes, où on va parler aux petits de ce à quoi ils sont confrontés tous les jours, c'est-à-dire ce patriarcat qui est omniprésent, ces stéréotypes de genre qui sont inculqués dès la crèche en fait, où tout petit, dès 3 mois, l'enfant est déjà dans ce bain-là. Et donc c'est toutes ces questions-là qu'on va aborder dans ces tables rondes. Je pense à C'est quoi une série féministe avec Barbara Dupont, mais je pense aussi à la mixité dans les sports, parce qu'on parle d'art, mais aussi dans les sports, on rencontre aussi ces problèmes. Et donc, je dirais qu'on s'est quand même concentré pour avoir des intervenantes et des intervenants de grande qualité, aussi bien au niveau artistique qu'intellectuel. Et finalement, je dirais qu'on a beaucoup discuté, on s'est beaucoup rencontrés pour se concentrer sur le meilleur. Sophie, c'est ça aussi, au Delta, c'est l'ouverture sur toute la famille, on vient de parler des jeunes, des enfants. Ce festival ne s'adresse pas uniquement aux adultes qui auraient envie d'écouter, d'ailleurs, le duo et le spectacle de Marie. On peut évidemment venir en famille. Oui, en fait, effectivement, en tant que service public, on essaye de s'adresser à tous les publics autant que faire se peut. Et donc, il y a des propositions pour le jeune public, effectivement, notamment un spectacle qui s'appelle « Pourquoi pas » par le TOF Théâtre le dimanche matin, le 20. Et puis, il y a des activités aussi intergénérationnelles, parce que je pense que l'atelier de danse folk, qui est une danse non stéréotypée, puisque les femmes et les hommes, ils tiennent le même rôle et les mêmes pas. Il y a des danses plus stéréotypées que d'autres. Ça permet vraiment à toute la famille de se retrouver. Donc oui, c'est familial. Marie, vous vouliez ajouter ? Oui, en famille, bien sûr. Pour nous, au Grand Manège, en dessous de 26 ans, tous les concerts sont gratuits. Donc ça permet vraiment aux parents d'avoir envie... Ne pas hésiter à venir avec ces tout petits, avec ses enfants, même à un concert qui, de prime abord, n'est pas conçu pour eux. On pense que si l'encadrement de l'enfant est bien choyé et qu'à un moment, il faut sortir de salle parce que pour l'enfant, c'est suffisant, c'est déjà une porte ouverte gigantesque et c'est pour nos 3 institutions important que la santé culturelle de tous soit valorisée et mise en avant et accessible. Donc c'est pour ça que notamment en dessous de 26 ans, tous les concerts à tendance adulte sont gratuits pour les enfants. C'est quand même le meilleur moyen d'apprendre en s'amusant, d'apprendre des valeurs citoyennes en s'amusant et faire citoyenneté évidemment. Quels seront les après festivals des égalités, Bernard, Marie, Sophie? Est-ce qu'on va rédiger des conclusions? Est-ce qu'on, pour l'avenir, on va prendre vraiment ça, cette base-là, comme une base de travail, en tout cas, ou de développement? Est-ce qu'il y en aura un second? On espère que oui, évidemment, si le public y répond favorablement. Mais donc, l'exposition qui sera inaugurée pendant le festival va continuer pendant plusieurs semaines. Et donc là, il y aura tout simplement des animations d'éducation permanente et aussi auprès des écoles. Donc, on va continuer à travailler ces questions-là, même après le festival.
L'envie est évidemment de refaire un deuxième festival dans 2 ans, puisque on en ferait un tous les 2 ans. Oui, parce que mettre en place tout cela, j'imagine, c'est un peu de boulot. C'est du boulot et aussi c'est une manière aussi de pouvoir préparer les choses vraiment dans les temps et sans se mettre non plus une pression insoutenable, puisqu'on a aussi plein d'autres projets par ailleurs, donc tous les 2 ans. Et je dirais qu'on verra ce que la conférence de Et demain, donc la conférence à table ronde qui clôturera le festival, et en tout cas qui se déroulera juste avant le dernier concert, on verra ce qu'il y sera dit, et là on pourra en tirer des conclusions, voir s'il y a un public, si le public est au rendez-vous. On le souhaite de tout cœur et je pense que tout qui viendra sera comblé, parce qu'on a vraiment tout fait pour que, je dirais, l'émotion et l'émerveillement soient au rendez-vous, et c'est quelque chose qui est essentiel pour apprendre. L'idée étant de pouvoir faire venir des enfants, mais pas que des enfants, des familles qui n'ont pas l'habitude de franchir les portes d'un espace culturel, donc de leur ouvrir les portes, de leur donner la possibilité d'éviter un malaise qu'on peut rencontrer parfois quand on n'a pas l'habitude d'être dans un milieu culturel, dans un espace culturel, et que ces personnes puissent s'émerveiller devant un concert que donnerait Marie par exemple, et qu'on puisse même éventuellement créer des vocations chez des gamins qui n'ont pas la chance, l'opportunité de fréquenter ces endroits merveilleux où on peut vivre des moments inoubliables qui transforment l'existence. Sophie, c'était ça dont vous parliez aussi, d'éducation permanente au Delta. Comment fait-on pour permettre cette ouverture-là, de dire aux familles n'ayez pas peur d'entrer dans ces lieux qui font parfois un peu peur, hein, c'est vrai, on se dit c'est pas pour moi, je n'ai rien à faire là. C'est un travail de longue haleine. Donc nous, on a toute une équipe de médiation en fait, qui prend notamment cette question en charge avec un programme qui s'appelle Oser le Delta pour les associations qui accompagnent du public éloigné de la culture. Et parfois éloigné de la ville de Namur ou du centre, hein, parce qu'on parle de province. Donc voilà, donc il y a évidemment l'accessibilité géographique qui est importante pour nous et qui n'est pas réglée, hein, parce que c'est évidemment des questions, je veux dire, qui touchent à d'autres domaines que la culture en tant que telle. Mais c'est vrai que, voilà, nous, en tout cas, un des moyens qu'on essaye de privilégier au Delta, c'est qu'on est un tiers-lieu. Donc, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Et en fait, on est un tiers-lieu accessible dans lequel les jeunes, les moins jeunes, peuvent venir se poser, en fait, toute la journée, charger leur téléphone, prendre un temps de midi ensemble, sans nécessairement consommer ou sans nécessairement assister à un spectacle. Et donc, toute la semaine, en fait, on est ouvert. On a beaucoup de jeunes qui viennent partager un repas de midi, etc., pour avoir un endroit au chaud. Et on va dire, notre plus grand défi, c'est de désacraliser de cette manière-là un lieu culturel, en fait, qui devienne un lieu de vie dans lequel les gens peuvent passer du temps, tout simplement, et par ce biais-là, peut-être se dire, tiens, en fait, cette exposition-là, ça m'interpelle, je vais quand même aller y refaire un tour, surtout qu'elle est gratuite. Et puis, tiens, ça me fait penser qu'au Delta, ils ont un ciné-club pour les jeunes de moins de 30 ans toute l'année, avec des films qui déconstruisent aussi les choses, donc je vais m'y inscrire. Mais c'est un travail de longue haleine qui se fait sur des années, et on est vraiment au début de notre ascension. On vous souhaite longue vie. L'émission se termine déjà. On vous souhaite longue vie quand on voit ce que le Festival des Solidarités, au Festival des Libertés, était tout petit au commencement. Voilà, maintenant, longue vie au Festival des Égalités de Namur. Toutes les infos sur le site festivaldeségalités au pluriel.be. On se quitte sur une composition. On vous écoute, Marie, qui s'appelle Transmutation. On va écouter Marie religieusement. Vous verrez comme c'est beau, ça va vous emmener. Composition de Julie Thériault. Merci à tous les trois, Marie, Sophie et Bernard, d'avoir été là ce soir. Merci à vous d'avoir fait le choix de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. À bientôt. Merci.